Salut à tous! La vidéo d'aujourd'hui sera une spéciale fille parce que ça va parler de shoujo. Ok, pour ceux qui ne le savent pas, le shoujo signifiant littéralement jeune fille ou petite fille est une catégorie de manga dont la cible est avant tout constituée de jeunes adolescentes en pleine puberté, faut vraiment le préciser, et dont le thème principal est généralement la romance, donc les mecs vous pouvez dégager. Bref, sans plus tarder, on va passer à un petit top de mes shoujo préférés. Bien sûr, seront uniquement pris en compte les versions papier ainsi que ceux que j'aurai lus jusqu'à la fin et seront exclus les mangas ayant pour thème principal l'amour mais appartenant à une toute autre catégorie que le shoujo. C'est parti pour le top 5. En numéro 5, Blackbird de Kanoko Sakurakoji. Il s'agit ici de Misao qui a le don mystérieux et effrayant de voir des esprits à longueur de journée. Le jour de son 16e anniversaire, ils deviennent violents, mais elle se fait sauver par Kyo, un ami d'enfance qui lui avoue être en fait un Tengu, la race de démons la plus puissante, et lui révèle également qu'elle est la Senka, un être censé rallonger la vie d'un esprit lorsque celui-ci boit de son sang, donner la jeunesse éternelle à qui goûtera sa chair et apporter la prospérité à qui l'épousera. Ce manga est juste l'un des plus grands fantasmes des filles. Bah oui, quelle fille n'a jamais rêvé de vivre une love story avec un personnage tout droit tiré des légendes? Quoi, je suis pas la seule quand même. Pitié, dis-moi que je suis pas la seule. Ça sent le cliché de l'amour interdit à des kilomètres, mais en parlant de cliché, on sait que ça plaît et rien ne vaut le frisson d'un amour impossible pour exciter la gente féminine. Ajoutez à ça un peu d'humour, une bonne dose de combat pour s'accaparer le cœur, de la belle, et une grosse poignée de drama à la Roméo et Juliette, et vous obtenez un mélange de l'amour qui tue. En numéro 4, L'arcane de l'aube de Rei Thomas. Dans cette histoire, tout commence avec deux pays, Senan et Belkat, qui se détestent. Dieu sait pourquoi. La génération actuelle veut pourtant sceller la paix en mariant le prince de Belkat, César, à la princesse de Senan, Nakaba. Toutefois, dans une société où les individus mi-hommes, mi-animaux sont appelés les sous-hommes, et où toute couleur de cheveux autre que le noir te classe dans la catégorie de roturier, Nakaba et son fidèle serviteur, Loki, n'auront pas la vie facile. En effet, en plus d'avoir un sous-homme comme serviteur, elle aurait une incroyable chevelure rousse, et la légende voudrait que ceux possédant une telle couleur de cheveux détiennent un étrange pouvoir, celui de l'arcana, permettant de voir le passé, le présent et l'avenir. Il faut quand même que je dise quelque chose sur le caractère design, non? Regardez-moi ces traits doux et fins, ces personnages physiques finement ciselés, cette garde-robe variée et ce décor féerique digne des plus grands contes de fées. Ok, je m'arrête. Ok, entrons dans le vif du manga. L'arcane de l'aube est un mélange doux amer d'aventure, de romance et de drame qui s'insère d'abord dans un contexte politique, domaine pas très exploité dans les shoujo, et c'est déjà un bon point. De plus, il évoque un thème sérieux et actuel, à savoir la discrimination, physique ou capillaire, pour lequel on ne peut s'empêcher de se sentir concerné. Et puis l'histoire d'amour est très belle, même si c'est encore notre cliché, un mariage blanc qui se transforme en un mariage d'amour. Mais ce qui marque le plus dans cette histoire, c'est sans doute la fin qui est très surprenante. Je vais vous laisser la juger par vous-même. En numéro 3, on a Fruit Basket de Natsuki Takaya. Alors ici c'est l'histoire de Toru, une lycéenne qui se retrouve à vivre dans une tente au milieu d'un terrain vague. Pourquoi? Allez savoir. Mais suite à un tremblement de terre, son habitation de fortune sera ensevelie et elle sera recueillie par la famille Soma, en réalité propriétaire du terrain. Mais à peine arrivée, elle rencontrera un étrange jeune homme prêt à attaquer Yuki Soma qui se trouve être son camarade de classe et en essayant de s'y interposer, elle tombe sur le nouveau venu qui se transformera en chat. C'est ainsi que Toru apprend le secret de la famille Soma, c'est-à-dire que 13 membres de la famille sont possédés par les esprits des 12 animaux du zodiaque chinois, ainsi que de celui du chat, et se transforment lorsqu'ils entrent en contact avec des personnes du sexe opposé. Alors, je sais pas trop pour vous, mais ce petit résumé, il m'a tout de suite donné envie de le lire. Mais il faut avouer que j'aime bien les petites fantaisies comme ça là-dedans. Mais c'est dans une ambiance assez bon enfant et un peu what the fuck que le manga se pose, et rien que dans le contenu, rien que dans le quotidien de Toru avec les membres de cette drôle de famille, on a déjà notre lot de péripéties. Mais ce qui est vraiment marquant, c'est que plus on avance, plus l'atmosphère change pour devenir sombre et étouffante. C'est limite quitter du paradis à l'enfer. Nous sommes catapultés dans une mystique affaire de famille dont les membres concernés ont chacun leur lot de malheur et de chagrin. C'est affreux! Mais les véritables tenants de cette malédiction en surprendront plus de. Donc, je vous invite à le lire. En numéro 2, Pink Diary de Jenny.
Pink Diary, comme son nom l'indique, le carnet rose dans ce contexte, le journal intime de l'amour, raconte l'histoire de Kyoko Tominari qui, après avoir vécu une énorme déception amoureuse à ses 12 ans, s'est renfermée sur elle-même. 12 ans, Seigneur. 4 ans plus tard, elle a donc mauvaise lorsque l'objet de sa déception, Tomi Hiromoto, refait surface et qu'elle apprend qu'il intégrera le lycée qu'elle fréquente. Et cerise sur le gâteau, il y sera accompagné de sa petite amie Sachiko. Pour Kyoko, c'est la goutte d'eau qui déborde du vase. Et elle qui avait tout fait pour oublier ce passé qu'elle haïssait tant, comprend que ça n'avait servi à rien de fermer son précieux journal intime, son confident. Et maintenant que les événements l'avaient rattrapé, il était temps de noircir de nouvelles pages. Très niais au premier abord, mais il n'en est rien. C'est un très beau shoujo où se mêlent la romance et le drame. On entre dans la vie pas si parfaite de jeunes lycéens dans leur école, pour le moins singulière, placés sous la domination d'un dictateur qui, à la limite, a le droit de vie et de mort sur les élèves. La persécution, la déception, la violence, l'abandon, tels sont les sujets abordés dans ce manga. Mais entre les lignes de cette histoire, pourtant, tout ce qu'il y a de plus dramatique, l'amour a réussi à se frayer un petit chemin. C'est subtil, c'est mignon, c'est attendrissant. Pink Diary nous fait souffrir sur tous les plans, mais c'est un mal nécessaire, je crois. En numéro 1, enfin, Denki Daisy de Kyosuke Motomi. Denki Daisy raconte l'histoire de Teru Kurebayashi, qui, à la mort de son frère, n'hérite de ce dernier qu'un téléphone portable avec lequel elle pourra joindre un certain Daisy, chargé de la réconforter lorsqu'il ne sera plus là. Le temps passe et Teru n'hésite plus à se confier à ce mystérieux Daisy qu'elle n'a pourtant encore jamais rencontré. Mais au lycée, tout ne va pas pour le mieux car Teru se fait harceler. Un jour donc, elle brise une vitre par accident et pour la rembourser, elle devra travailler pour le gardien du lycée, Tasuku Kurosaki. Mais derrière ce voyou aux cheveux blonds et aux mauvaises manières, pourrait se cacher un tout autre visage. Ce manga est juste une pure merveille parce que dès le départ, il a complètement brisé les codes du shoujo manga de base. Ce n'est pas aussi niais qu'on pourrait s'y attendre de la part de ce genre de manga de rose. Car si la love story est toujours omniprésente, on passe d'un shoujo mignon, drôle et touchant à un thriller informatique digne d'un seinen en l'espace de quelques chapitres. On n'a pas le temps de s'ennuyer entre les mimiques ridiculeusement drôles et mignonnes des personnages, l'amour parfois maladroit, touchant, cruel aussi, les scènes d'action à couper le souffle qui ne manquent pas et toutes les révélations qui sont faites au cours de notre lecture. Voilà, j'ai donc fini avec mon top 5 de mes meilleurs shoujo que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Ils m'ont marqué, ils m'ont touché, ils m'ont fait pleurer de joie ou de tristesse, ou encore hurler de rage et de frustration. Mais cela reste un classement purement subjectif. Alors, si vous avez votre propre top 5, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou dites ce que vous pensez du mien. Ciao!